suis ravi de recevoir Sylvie Noël. Sylvie Noël, c'est la directrice de la stratégie et de la performance achat du groupe Covéa, mais tu es aussi présidente de l'ADRA, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors Sylvie, Covéa c'est quoi ? Covéa, c'est le premier groupe mutualiste français et le premier assureur français. On regroupe 3 marques que tout le monde connaît, qui sont MAF, MMA, GMF. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 1 personne sur 10 qui sont assurées dans une des 3 marques. Donc on est le leader français de l'assurance. Oui, c'est important. Combien de salariés au total ? 21 000. Oui. Un chiffre d'affaires de combien ? 17,5 milliards. On attend la clôture des chiffres, mais on est à peu près aux alentours de 17 milliards. Donc c'est la fierté aussi française. Alors comment développer de la valeur au sein d'un groupe comme le tien ? Alors, je pense que la valeur, elle est à la fois individuelle et collective. Elle est un projet d'entreprise, elle est un engagement, on est un groupe mutualiste, et elle est aussi responsabiliser les gens sur ce qu'ils doivent faire au sein de l'entreprise. Ça me paraît indispensable. Donc, tout un chacun, on est dans des marchés extrêmement concurrentiels. On ne va pas épiloguer sur le monde de l'assurance, la loi Hamon qui a beaucoup changé la donne. Mais justement, on a besoin de se réinventer. Se réinventer, c'est créer de nouveaux talents. C'est permettre aussi aux gens de se révéler. Après, à chacun d'entre nous, de laisser ces gens pouvoir se révéler. Alors la révélation des gens, ça vient aussi de leaders inspirants. Et tu fais partie, pour moi, de ces leaders inspirants. Comment devient-on leader inspirant ? Alors, je ne sais pas. Alors déjà, merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis un leader inspirant. Je pense que d'abord, il faut être très humble. Et il faut accepter non seulement de se faire challenger, mais de se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, on ne se fait pas challenger, je pense que c'est un des premiers points. Le second point qui me paraît indispensable, c'est à l'écoute des autres. Il faut être dans l'empathie sans être dans le laxisme, parce que c'est 2 choses distinctes. Il faut être dans la bienveillance sans être non plus laxiste. Et il faut aussi pouvoir connaître suffisamment les gens pour leur mettre des étapes qu'ils sont capables de franchir. On ne va pas demander à la même personne, enfin à 2 personnes identiques, 2 personnes, de pouvoir franchir un escalier s'ils franchissent une marche. Néanmoins, pour certains, franchir une marche, c'est déjà énorme. Alors, tu te rappelles dans ta vie des moments de bascule de vie professionnelle ? Oui. Alors, quelques exemples. Alors, j'en ai eu plein. Enfin, déjà, j'ai 2 grands pans dans ma vie professionnelle, puisque moi, j'ai été commerciale dans le produit d'abord, dans le luxe et dans le service. Donc, j'ai fait vraiment le grand écart. Et puis après, j'ai basculé dans le monde des achats, par choix. Oui, j'ai plein de bascules et Covéa est le premier poste où je reste aussi longtemps. Tu as été dans l'IT, je crois. Aussi, oui. Ouais. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Capgemini, entre autres, mais j'ai travaillé dans d'autres boîtes aussi que Capgemini. Oui, c'est ça. Et alors, pour toi, je crois qu'un des axes importants pour le gagner ensemble, c'est la diversité. Alors complètement. Mais la diversité, pour moi, elle recouvre toutes les facettes. Elle recouvre la culture, le handicap, elle recouvre l'âge, aussi bien des très jeunes que des seniors. Parce que justement, je pense que c'est toute cette diversité qui fait la force des gens. Sous réserve qu'on laisse les gens s'exprimer. Parce que, encore une fois, la diversité, si c'est juste pour remplir des quotas, je suis, excusez-moi de mon côté, un peu franc-parler, ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie diversité. Celle qui va permettre aux gens de montrer qu'ils sont... authentique. Exactement. C'est ça. Oui, je suis très, très sur le sujet. C'est exact. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, mais ma question est importante sur la direction des achats. Souvent, la direction des achats, elle est mal perçue en interne par les différentes directions. Pour toi, une vraie direction des achats qui est importante dans les groupes, ça doit être quoi ? Alors déjà, parce que tu es présidente de l'ADRA quand même. Hein ? Voilà, tout à fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, on est mal perçu en interne et en externe. Pour 2 raisons. En interne, on dit aux directions métiers, il faut que vous passiez par les achats, et ils pensent que c'est coercitif, et je vais revenir sur ce point-là. Et vis-à-vis des fournisseurs, c'est nous qui avons le mauvais rôle, même si nous ne prenons pas la décision, et nous disons non aux fournisseurs quand ils ne sont pas retenus. Donc dans les 2 cas, on est perçu comme les empêcheurs de tourner en rond et de pouvoir faire les choses. Une vraie bonne direction achat, pour moi, elle a un seul objectif. C'est être au service du business pour sécuriser ce dont il a besoin, soit en achetant des produits, soit en achetant des services, pour que ce business puisse se développer et que les enjeux et la stratégie de l'entreprise puissent être atteignables. Ça devrait être ça, une vraie direction achat. Ça, c'est clair. L'humain, on le sent dans ton discours, en te regardant ou en voyant tes yeux, l'humain est clé. Oui. Les talents, tu l'as prononcé tout à l'heure, sont clés. Oui. Un talent, pour toi, c'est quoi ?
Un talent, c'est déjà apprendre à connaître quelqu'un. Parce que quand on ne connaît pas la personne, on ne peut pas obligatoirement identifier les talents qu'il a ou qu'elle a en elle. Et c'est aussi accepter, ce qu'on fait relativement peu en France, parfois de mettre des gens dans des situations, ils n'ont pas fait de management, moi je prends le challenge, je le mets en situation de management. Parce que moi je considère, j'ai identifié cette fibre, cette flamme qui va faire que cette personne elle est capable de le faire. Alors oui, on est en zone de risque, mais oui, ça s'accompagne. Et parfois on a des merveilleuses révélations. Donc c'est ça le talent. C'est parler avec les gens, apprendre à les comprendre avec leurs forces, leurs faiblesses, et leur dire que leurs forces peuvent être encore plus fortes et leurs faiblesses peuvent devenir des forces. Merci pour cette flamme que tu es, Sylvie Noël. Merci beaucoup à toi, Patrice. C'était un vrai plaisir. Mathieu Cornietti, bonjour. Salut Patrice. Tu vas bien? Très bien. Président d'Impact Partners. Qu'est-ce Écoute, c'est une société de gestion à vocation sociale et de C'est une aventure entrepreneuriale. Hein. Ouais. Et au service d'autres entrepreneurs. Exactement. Ça a commencé il y a maintenant une quinzaine d'années et on a accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs pour les aider à changer d'échelle. Et puis, Des exemples. Oh, écoute, des exemples. Je pense à Urbilog, Mathieu Froidure, non-voyant, qui permet, dont l'entreprise permet de rendre accessibles des sites web pour les outils logiciels des malvoyants. Une société en Autriche qui est une plateforme dédiée à l'interprétariat en zone germanophone, qui permet à des centaines de milliers de personnes d'avoir accès aux services publics, aux soins, à la justice, étant migrants ou réfugiés, ne parlant pas forcément allemand. Voilà, je pourrais 60 entreprises chez qui on investit entre 5 à 10 millions d'euros pour les aider à changer d'échelle et construire une Europe un peu différente, mais aussi dans les quartiers populaires et dans les zones de revitalisation rurale. On a créé environ 250 commerces de proximité, soit plus de 2000 emplois. Alors, tu es un Européen convaincu. Ouais. Ouais, clairement. Comment faire de l'Europe une réalité aujourd'hui pour les entrepreneurs? Alors c'est une réalité diplomatique, c'est une réalité, il y a une administration. Mais économique, entrepreneuriale. Écoute, je pense que c'est... Comment? C'est aux entrepreneurs de se bouger, Alors, tout dis simplement. comment. Vas-y. Comment tu le sens les choses? Écoute, il y a des vraies frontières, c'est toujours plus simple. Aujourd'hui, tu peux avoir un dev à Barcelone, chercher des clients en Chine, mais traverser le Rhin et aller chercher des clients, et encore plus quand tu parles de social, où il y a des enjeux culturels forts, il y a des enjeux de sécurité sociale, de taxes. Mon sentiment, c'est que la finance a un rôle à jouer, d'accompagnement financier, mais aussi opérationnel de ces entrepreneurs. Alors justement, si tu avais un conseil à donner, qu'est-ce que tu as appris de tes différents succès? Parce que on le dit, hein, Mathieu Cornietti, c'est une success story. On le dit, tout le monde le dit. Qu'est-ce que tu as appris de tes succès? Que je pense qu'on apprend plus de ces échecs. Et je dirais que l'enjeu principal, c'est de transformer ces échecs en succès, justement, en tirant des leçons. Alors justement, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu as loupé? Il n'y a pas grand-chose que je trouverais être un échec. Peut-être un. Peut-être un. Ce que j'ai loupé, forcément, il est personnel. J'ai une petite fille et je pense que le jour de sa naissance, j'étais encore obsédé par le travail. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne répare pas, si ce n'est qu'un jour, il y aura peut-être un deuxième. Et à ce moment-là, on saura en faire un succès. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tu es quelqu'un de très humain, de très proche des gens. C'est quoi pour toi l'humanisme dans la proximité? Écoute, j'adore cette phrase, l'humanisme dans la proximité. Ouais, j'ai discuté avec le fondateur d'une société de gestion qui fait la même chose que nous, un parcours depuis 20 ans en Italie, et je lui demandais, mais le jour où tu meurs, qu'est-ce qui est important pour toi? Il me dit, écoute, je suis satisfait parce que je pense que 99% des gens que j'aurais rencontrés dans ma vie diront que j'ai été un homme bien. Donc je dirais que c'est l'humanisme au quotidien, du début jusqu'à la fin. Très clair, ça. On parle souvent de Mathieu Cornietti comme un homme de talent face à la caméra. Pour toi, talent, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de maquillage, je ne suis pas tout rouge, mais ce qui, pour moi, est sûr, c'est qu'on a tous un talent, et le vrai talent, c'est de savoir ne pas le gâcher. Merci beaucoup, Mathieu Cornietti. Merci. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrice. C'est un plaisir de t'avoir. Alors, pourquoi avoir rebaptisé l'Union des marques? C'était l'Union des annonceurs juste avant. Oui, c'était l'Union des annonceurs. En 100 ans, le métier a totalement changé. Un annonceur, en fait, ça n'est plus un annonceur.
parce qu'au fond, maintenant, on dialogue. Une marque, elle dialogue avec son public. Et son public, ce sont évidemment ses clients, ses consommateurs, ses collaborateurs, avec énormément de moyens pour le faire. Ça n'est plus uniquement de l'annonce publicitaire, c'est de la communication. Et donc, il nous fallait changer de nom. Mais il ne fallait pas simplement changer de nom, il fallait changer de braquet pour que l'Union des marques apporte de la valeur et donc crée des communautés sur tous les sujets qui impactent la marque, la transformation durable, la transformation digitale. Donc, on a multiplié par 3 le nombre de communautés, on a multiplié par 3 le nombre de participants à nos communautés. Et maintenant, on est vraiment devenu l'Union des marques. On s'était connus quand tu étais en agence. Oui. Mais tu as une très belle carrière chez Nestlé, chez Procter. Amener de la valeur, produire de la valeur, développer de la valeur, ça a toujours été un de tes leitmotifs. Absolument. C'est depuis mon début chez Procter. Et au fond, depuis mon début, mon premier patron m'a dit, tu vois, c'est assez simple notre métier, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et donc l'exemplarité, c'est une des valeurs sur lesquelles j'ai construit ma carrière. La deuxième grande valeur à laquelle je crois, et je crois qu'on y croit ensemble, c'est la valeur de l'intelligence collective. Par rapport à la réussite individuelle, au fond, on ne fait bouger les lignes, on ne fait changer les choses que quand on travaille tous ensemble et pas chacun dans son silo. Et donc cette intelligence collective, c'est la deuxième valeur, au fond, sur laquelle j'ai construit mon parcours jusque-là. Je te cite, « On ne réussit rien sans l'hémisphère droit, siège de la créativité, de l'imagination et de l'émotion. » C'est inspirant. Comment tu inspires ? Moi, si tu veux, je crois en effet qu'on ne fait vraiment bouger les choses que quand on y croit à fond. Et c'est la passion, c'est l'inspiration, ça vient bien justement de cette capacité à faire venir autour de soi des gens différents, s'appuyer sur la diversité, c'est ça l'inspiration aussi, c'est de ne pas avoir des drones, pas avoir des clones, mais avoir des gens qui sont tellement différents, qui vous challenge. La politique des clones, c'est pas toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est d'avoir vraiment de la grande diversité de profils autour de soi, d'avoir des gens meilleurs que soi. Toujours. C'est N-1, toujours meilleur que soi. Oui, pour pouvoir justement apporter quelque chose de différent et quelque chose, on l'espère, d'innovant. Et ensuite transmettre aussi. Transmettre, parce qu'au fond, c'est quand même ça le rôle du manager. C'est pas simplement de construire pour lui, mais c'est de pouvoir passer la main, passer le relais et s'accompagner de gens qu'on va développer et qui vont ensuite développer à sa place. Le fil rouge de ta très brillante carrière, c'est quoi ? Le fil rouge, la conviction que c'est avec les autres, avec des valeurs qu'on construit, qu'on développe. C'est ce fil rouge de croire à la valeur des marques, au fond, et de les avoir développées. Mais ce n'est pas les marques, c'est les gens qui construisent les marques. C'est cette confiance dans l'humain pour construire ensemble de la valeur dans une entreprise et dans une entreprise quelle qu'elle soit. L'association dans laquelle je suis, c'est une belle entreprise aussi. Très belle. La confiance. La confiance, à un moment, peut-être tu en as eu plus besoin que d'autres dans la bascule de ta vie. Tu te rappelles de ce moment-là ? Oui, c'est le moment où justement j'ai fait le choix de venir à l'Union des marques. J'avais construit, et tu l'as gentiment dit, une jolie carrière jusque-là, construit beaucoup de marques, mais il y a eu ce moment de bascule en effet où j'ai voulu mettre en adéquation ce sur quoi j'avais construit ma carrière et ce à quoi je croyais. Et ce à quoi je crois, c'est l'intelligence collective, c'est réunir des gens pour faire bouger les lignes. Et donc ce moment de bascule, ça a été de joindre l'utile à l'agréable, de rejoindre le monde associatif, de diriger une association, et une association qui, j'espère, tous les jours essaie de montrer son utilité sur les sujets que nous portons ensemble. Que tu fais brillamment et que tu développes avec talent. Alors justement, talent. Si je te dis talent, face à la caméra, tu as envie de dire quoi à nos téléspectatrices et téléspectateurs ? Au fond, le talent, Patrice, c'est ce que j'ai évoqué dans les propos que j'ai tenus jusque-là, c'est le talent de savoir s'entourer de talents autour de soi et de savoir les faire rayonner. C'est ça le vrai talent. C'est pas simplement de construire ses compétences et sa contribution, mais c'est de pouvoir développer autour de soi le talent des autres, parce que c'est ce talent des autres qui va fondamentalement délivrer la meilleure performance et qui va délivrer finalement ce à quoi on rêve, c'est-à-dire la contribution de chacun et la contribution individuelle. Alors vous, justement, qui vous posez des questions sur l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ? Après ce débat avec Jean-Luc Chétrit, vous savez tout. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Patrice.